Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dans l'actualité toulousaine ce mardi 7 octobre. Après le coup de filet antidrogue hier au Mirail, les policiers toulousains, inquiets par le climat électrique dans certains quartiers, réclament des renforts. Les pouvoirs publics se mobilisent pour réduire la consommation énergétique des logements à travers le plan de rénovation énergétique de l'habitat destiné aux particuliers. Les détails dans cette édition. Enfin, c'est une figure du tout Paris littéraire. Frédéric Beigbeder, en visite à Toulouse, nous parlera à la fin de ce journal de son nouveau roman Ouna et Salinger. Mais tout d'abord, alors qu'on l'a appris cet après-midi, le drapeau de l'État islamique flotte désormais sur la ville syrienne de Kobané, à quelques kilomètres de la frontière avec la Turquie. La communauté kurde toulousaine se mobilise. Des dizaines de réfugiés kurdes se sont ainsi rassemblés place du Capitole en début d'après-midi en soutien à la résistance kurde en Syrie. Il y aurait eu une altercation entre les forces de l'ordre et les manifestants. Le président turc Erdogan a déclaré que la ville de Kobané est en train de tomber aux mains des djihadistes. Il juge nécessaire une opération militaire terrestre pour arrêter l'organisation de l'État islamique. On écoute les membres de la communauté kurde de Toulouse au micro de Sophie Voinis. D'ici, on voudrait sensibiliser l'opinion publique et pour que le gouvernement européen renvoie des armes lourdes aux combattants kurdes parce que le Daesh a des armes très lourdes et les combattants n'ont pas. Donc il y a un déséquilibre et pour pouvoir mieux résister et chasser le Daesh, on a besoin des armes. Je suis venu ici pour soutenir la guérilla qui est en train de se battre contre ces barbares. Pour dire que nous les Kurdes, on sera toujours unis, on sera toujours debout, on sera toujours sur les pieds contre les barbares, contre la Turquie, contre la Syrie, qui que ce soit. Nous les Kurdes, on sera toujours unis. La France ferme les yeux sur cette histoire, tout simplement. Elle est pour moi, l'Europe, les États-Unis sont complices avec ces barbares, parce qu'ils ne font rien pour les Kurdes. Suite du coup de filet d'hier au Mirail, les 9 suspects interpellés principalement dans le quartier de la Reinerie sont toujours en garde à vue. Plus de 200 policiers sont intervenus dans le cadre d'une enquête sur des trafics d'armes et de drogue. Ces derniers mois à Toulouse, le trafic de drogue est à l'origine de règlements de comptes qui ont fait plusieurs morts. Les policiers s'inquiètent d'un climat de plus en plus tendu dans certains quartiers toulousains. Ils réclament des effectifs supplémentaires. Jérôme Bolloc. Cette nuit, 2 policiers ont été blessés à Ampalo. Suite à un refus de contrôle, un conducteur a percuté un agent de police et une voiture de la BAC. Selon Alliance, ce genre de situation est de plus en plus fréquente dans les quartiers sensibles. On voit bien que c'est des provocations permanentes. Ça a été des menaces avec des armes factices sur des collègues à 3 reprises où il faut que nos collègues gardent leur sang-froid. Ça a été un collègue qui s'est fait traîner par un scooter il n'y a pas longtemps encore, alors sur un contrôle. Et là maintenant, c'est encore des collègues qui se font foncer dessus par des individus et où on met en péril la vie des policiers. Donc vraiment, on souhaite qu'il y ait des sanctions exemplaires contre ces auteurs-là quand ils seront interpellés. Même si Luc Escoda soutient l'intervention antidrogue d'hier, pour lui c'est clair, les tensions dans les quartiers vont encore s'accroître. Si le marché du trafic de drogue se tend, que c'est plus difficile pour eux d'écouler leurs marchandises ou autres, il va y avoir des tensions entre les bandes, ça va être très tendu, on va essayer de nous empêcher de rentrer dans les quartiers ensuite au quotidien, hein. Forcément ça aura un impact, mais ça a un impact aussi pour la sécurité, il est important de mettre fin à tous ces trafics. Pour le syndicat Alliance, Toulouse est sous-dotée en matière d'effectifs. On a fait un comparatif entre Bordeaux et Toulouse qui sont 2 communes, enfin 2 départements entre la Haute-Garonne et la Gironde. Il y a un différentiel de 300 fonctionnaires en faveur de la Gironde, alors qu'il y a beaucoup plus de criminalité sur Toulouse, beaucoup plus de maintien de l'ordre à assumer et qu'on a subi aussi le terrorisme et que depuis on n'a même pas été renforcé. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, devrait venir à Toulouse lundi prochain. Il devrait se rendre à l'hôtel de police et annoncer une hausse des effectifs. Pour l'instant, aucun chiffre ne circule encore. Un immeuble en travaux s'est effondré hier rue du Capitaine Escudier dans le quartier des Chalets. Aucune victime à déplorer, mais les habitants de 3 maisons voisines ont dû être évacués. Il s'agissait d'un vieux bâtiment de briques en cours de rénovation. Les ouvriers qui travaillaient alors dans les caves ont eu le temps de sortir avant l'effondrement de l'immeuble. On écoute la maire de quartier des Chalets au micro d'Émilie de Freitas.
L'expertise va être menée à la fois bien sûr de la part du maître d'ouvrage que j'ai pu rencontrer également hier soir, c'est elle qui a pris en charge l'hébergement des personnes dans le périmètre, disons, dangereux, hein, donc qui avait hier soir, je les ai rencontrés également, la possibilité de venir récupérer quelques affaires. Ils espèrent ce soir pouvoir réintégrer au moins les bâtiments de face qui risquaient, de par l'effondrement de la façade qui reste en place, cette façade qui devrait être sécurisée dès ce soir. Que la rue sera rouverte à la circulation, on espère, d'ici une vingtaine de jours. Le projet de loi de transition énergétique est en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale. Le projet qui décline notamment les mesures à prendre ou à renforcer en matière de défense de l'environnement, et ce dans différents secteurs comme le transport et le bâtiment. Ce dernier représente près de la moitié de l'énergie consommée en Midi-Pyrénées. En 2013, le gouvernement avait déjà lancé un plan de rénovation énergétique de l'habitat comportant des aides financières pour les particuliers et des mesures de sensibilisation. Objectif est rénover 23 000 logements par an dans la région. Les détails de ce plan. Pour conseiller et accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation, la région vient de lancer un site qui répond à des questions pratiques. En Midi-Pyrénées, l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a également créé 10 espaces info énergie. On y informe et conseille gratuitement les particuliers sur les solutions techniques à mettre en œuvre pour réduire leur facture d'énergie. Plus on entreprend de travaux et plus effectivement on va faire d'économies financières. Donc on peut aller facilement de moins 10 à moins 40, 50% en fonction des types de travaux que l'on va faire. Et donc il faut venir plutôt avec des plans de sa maison, avec des factures de gaz, d'électricité. Et avec tous ces éléments-là, le conseiller info-énergie va pouvoir orienter par des informations et par des conseils particuliers la personne vers les bons choix. Le plan de rénovation énergétique de l'habitat apporte plusieurs aides financières. Par exemple, pour les ménages les plus modestes, une subvention allant jusqu'à 50% du montant des travaux à laquelle peuvent s'ajouter des primes. Au plan local, le Sicoval propose une aide de 500 €. La région a créé également l'éco-chèque logement soumis aux revenus, une somme comprise entre 1 000 et 1 500 € pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Des aides qui tombent à pic en période de crise, pour autant le système a ses défaillances. Il y a un problème particulier, ce sont les personnes pour lesquelles la banque estime qu'ils n'ont pas des revenus suffisants pour rembourser l'emprunt qu'ils ont à faire quand l'ensemble des subventions a été attribué. Le montant des subventions peut aujourd'hui être très élevé, on peut arriver à plus de 80%. Donc nous sommes en train aujourd'hui de rechercher avec la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de créer un fonds régional de garantie pour permettre aux banques ou pour amener les banques à prêter. La fête de l'énergie doit inciter les particuliers à faire des travaux de rénovation énergétique. Du 9 au 12 octobre, les 17 conseillers régionaux des espaces info-énergie organiseront plusieurs animations à cet effet. Et à Toulouse, un espace info-énergie s'installera à Place du Capitole le jeudi 9 octobre de midi à 17 h. Sport à présent avec du rugby, votre rendez-vous du mardi, bonus rugby Pro D2 ce soir à 20 h. François Guin le reçoit Christian Gajan, le manager de l'US Carcassonne, actuellement 7e au classement, c'est donc à 20 h. Romancier, journaliste, chroniqueur littéraire, directeur de la publication du mensuel Lui et figure du Tout Paris littéraire, Frédéric Becbédé était invité à la librairie Ombre Blanche à Toulouse vendredi dernier pour la sortie de son nouveau livre. Ouna et Salinger racontent l'histoire d'amour méconnue entre Jérôme David Salinger, auteur entre autres de L'Attrape-cœur, et Ouna O'Neill qui est devenue ensuite Madame Chaplin. Un roman qui parle autant de lui que. On l'écoute au micro d'Anne-Laure Thomas et Alain Sorat. Ce sont des gens qui ont vraiment existé, cette histoire est vraie. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas comment ils se voyaient, on sait pas, voilà. Donc c'est difficile à expliquer. En fait, c'est une faction parce que c'est une fiction sur des faits réels. Et je suis, moi, en tant que romancier, obligé de combler les interstices. Quand on ne sait pas, ben moi j'imagine que je sais, voilà. Je crois qu'un écrivain, ça doit vivre dans le monde. Je pense que moi, en tout cas, j'essaie de regarder autour de moi et de raconter ce que je vois. J'aurais jamais le courage de faire ce qu'a fait Salinger, c'est-à-dire d'être complètement misanthrope et reclus. Je suis plutôt le contraire. Moi, j'aime bien me mêler à la société
et essayer de la décrire avec humour, avec des sarcasmes. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview prochainement sur TLT, on en reparlera. On connaît Dali, l'extravagant, le provocateur, le génie de la peinture. On connaît moins Dali, l'illustrateur. C'est cette facette de Dali que le musée Goya à Castres nous invite à découvrir dans une exposition intitulée « L'autre visage de Dali ». Une exposition événement à découvrir jusqu'au 26 octobre. Jérôme Bollock. Des chants de Mal d'Aurore de 1934 au détournement des caprices de Goya de 1977, plus de 40 ans du travail de Dali, illustrateur de livres d'art, sont exposés ici. Gravures, lithographies, matrices, 114 œuvres rares à découvrir. Il aura fallu 2 ans de travail pour réussir à les réunir. Ce sont des choses cachées. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans notre exposition, on ne se voit quasiment jamais, puisque c'est enfermé dans des bibliothèques, chez des collectionneurs qui sont jaloux un petit peu, il faut bien le dire, de leurs pièces. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on retrouve là une véritable démarche continue, profonde, et qu'on découvre un autre visage dalinien, bien sûr. En tant qu'illustrateur, Dali, comme à son habitude, innove. Il expérimente de nouvelles techniques. Par exemple, en 1957, lorsqu'il travaille avec Joseph Fauré, l'éditeur, sur Don Quichotte de Cervantes, eh bien, il va inventer ce qu'il appelle le boulettisme, c'est-à-dire que son ami Georges Mathieu lui offre une arquebuse et il enduit les balles de couleur, il tire sur la pierre lithographique, alors ça fait effectivement des taches dont il se sert. La fantasmagorie dalinienne est pour autant bien présente, son univers se retrouve tout au long de l'exposition. Vous allez vous en donner à cœur joie, bien sûr, les montres molles, les figures d'où sortent des tiroirs comme d'une commode, les déformations, les anamorphoses, ce qu'on appelle les déformations. C'est quelque chose qui habite son œuvre et qui, le rhinocéros, enfin, qui reviennent de manière un petit peu obsessionnelle et qui l'adapte. Je pense qu'il est là, dans cette démarche constante et quotidienne, d'une recherche en lui-même. Et ces symboles sont autant de traces, d'empreintes, comme vous voulez, qu'il reprend et qu'il utilise. Une exposition qui rappelle combien le peintre était passionné et inspiré par la Renaissance et par le nombre d'or, très utilisé à cette époque-là, une divine proportion que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres, comme dans ce Don Quichotte de 1957. Voilà, à découvrir donc au musée Goya à Castres jusqu'au 26 octobre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.